Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Il y a peu de plaisir dans la vie, celui de vous retrouver toutes les semaines en est un et un grand. Ce soir, plateau très éclectique, vous l'allez voir, elle fait du cinéma, elle fait du théâtre et de la mise en scène, elle enseigne, mais surtout sa présence subjugue et enthousiasme quand elle incarne la Célestine de Fernando de Rojas, c'est au TNP de Villeurbanne. Ce rôle d'entremetteuse et de mère maquerelle du siècle d'or espagnol vous va comme un gant. Merci Hélène Vincent d'être avec nous ce soir dans cette émission. Je suis ravie d'être là. On est heureux de vous y accueillir. Il aurait pu se contenter d'être diplomate, il a voulu aussi être écrivain. Pas évident quand on est iranien. Iradj Pezeshkzad a écrit Mon oncle Napoléon il y a près de 40 ans. C'est un grand texte de la littérature iranienne, traduit aujourd'hui chez Actes Sud. On se régale aux aventures minuscules d'une famille qui se partage quelques maisons dans le même jardin. Entre le peintre et l'affichiste, il y a la commande. Michał Batory revendique son artisanat. Vous avez été formé à l'école polonaise. Vous êtes un maître de l'éphémère, c'est ça l'affiche. Pourtant, vous êtes en exposition rétrospective au musée décoratif, des arts décoratifs à Paris. Vous avez réussi. Oui. On le connaît comme écrivain, je dirais aussi qu'on le connaît et on l'apprécie comme grand écrivain. Il a même eu le Goncourt, on le savait moins guitariste, mais vous l'allez découvrir. Jean Rouault est avec nous ce soir pour Comment gagner sa vie honnêtement. Le thème de ce livre est peut-être, je m'engage, de la difficulté d'être avant de devenir écrivain. C'est parfait. C'est le début du récit en tout cas, puisque c'est le premier d'une poétique. Musique et comme toujours également dans cette émission avec le jazz et JS Trio sous la direction de Jonathan Saguez, pianiste et compositeur. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Vous avez signé il y a quelques mois un premier album, ça s'appelle Untitled. On en voit la couverture sur l'image et on en entendra quelques extraits tout à l'heure. On va commencer avec vous Hélène Vincent et en fait, je vais vous lire un texte d'un jeune auteur je voudrais vous demander une réaction à ce texte parce que je trouve qu'il peut susciter chez vous des échos. Quand je dis un jeune auteur, il s'appelle Jean Rouault, il a écrit Comment gagner sa vie honnêtement, ça sort chez Gallimard et dans ce texte dont on parlera longuement tout à l'heure, il écrit notamment ceci: il est cruel de voir comment la société charge la misère de piller la misère, comment elle s'entend adresser les morts de faim les uns contre les autres, comme elle s'arrange pour repousser l'affrontement loin des regards sensibles dans les arènes modernes de la périphérie. J'ai quelques moments désespérés dans ma vie, par exemple cet après-midi d'un dimanche brumeux, où je me suis sincèrement demandé ce que je faisais là, pas simplement sur un terrain de football, non là, sur terre, mais c'est à ces journées passées à frapper aux portes des grands ensembles que je décernerai sans doute la palme noire. Il me suffit de me les rappeler pour que spontanément j'agite une main devant mes yeux, comme pour chasser un voile. Ce jeune garçon, parce qu'à l'époque il est jeune, vend des encyclopédies médicales en faisant du porte-à-porte. Et je me disais que c'était une belle manière d'essayer de trouver un écho chez vous. Oui, et puis un écho avec la Célestine, du moins avec la façon dont j'ai pris ce personnage. On peut prendre la Célestine de façon très différente. Moi, ce qui m'a touchée, sans doute à cause de mon histoire familiale, personnelle, c'est l'extraordinaire vitalité et l'opiniâtreté, l'énergie qui est l'expression de ce personnage-là, qui n'a qu'un seul mot d'ordre: survivre. Survivre quand on a
pas une petite cuillère en argent à sa naissance entre les dents, survivre dans un monde qui fait peu de place aux femmes, voire pas du tout, et pas du tout de place à ceux qui n'ont rien. Et c'est vrai que ce texte me touche beaucoup. Je pense que si l'art et si, de façon générale, et si le théâtre ont encore un espace légitime d'existence, c'est dans l'attention qui les porte à essayer de raconter la vitalité qu'il faut pour survivre à ceux qui n'ont rien. Jean Rouault, quand vous avez écrit ce texte, ça parle d'une époque lointaine, mais j'ai l'impression que vous êtes toujours presque honteux de cette chose qui consiste à... C'est-à-dire qu'on est amené parfois dans des situations de survie à faire des choses qu'avec la distance on trouve assez répréhensibles, parce que il s'agissait effectivement de faire acheter des choses absolument inutiles à des gens qui déjà étaient pour la plupart surendettés, et on profitait, ce système du porte-à-porte profitait en plus du faible degré de résistance des gens face à des bonimenteurs pour leur faire signer n'importe quoi en prenant des traites sur 24 mois. Et là, il s'agissait d'une encyclopédie médicale dont évidemment ils n'auraient aucun usage et qui allait encombrer leur étagère pendant 24 ans. Mais c'était ils achetaient ce moment de reconnaissance où soudain on les écoutait, où soudain on les prenait en considération, puisque l'entame c'était absolument abject. La première question, c'était est-ce que pour vous la santé est importante? C'est évident qu'ils avaient forcément des choses à dire, et à partir de là, de fil en aiguille, tout ce processus pour les amener à signer. Donc j'ai fait une fois une vente, et la première, et je rêverais de rencontrer la personne qui peut-être n'est plus là maintenant, pour lui racheter cette encyclopédie et la jeter à la poubelle. Hélène Vincent, si on dit un tout petit mot de votre début de carrière, est-ce que vous pouvez l'évoquer rapidement? Vous avez connu des galères? Oui, beaucoup. Mais j'ai eu une chance incroyable de rencontrer, quand j'avais 18 ans, deux jeunes gens absolument extraordinaires qui ont donné un tour magique à ma vie. Voilà, j'avais présenté le concours du conservatoire, on m'avait pas voulu. Je travaillais à l'époque dans une usine de chaussures, j'étais standardiste, place des Fêtes, et un jeune homme dans un cours s'était souvenu de moi et m'appelle à dimanche de février 1962 pour me dire, voilà, j'ai deux copains qui montent un spectacle au lycée Louis-Grand, enlevé de rideau, un petit spectacle, et ils cherchent une jeune première. Et ils veulent pas une des filles du conservatoire, ils veulent pas... Voilà. Alors je me suis disputée avec mon père, qui voulait pas plus entendre parler de théâtre pour moi. Et je suis pris le train à Ris-en-Gis, je suis arrivée au lycée Louis-le-Grand. J'ai traversé avec une énorme émotion. Et au fond, à droite, il y avait la salle du théâtre. Et là, ce jour-là, j'ai rencontré Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent. Ça a à voir, Jean-Pierre Vincent? Oui, Jean-Pierre était mon mari pendant quelques années. Et ces deux jeunes gens-là que j'ai écoutés et regardés avec énormément d'admiration. C'était les soldats à l'époque, hein, c'était une pièce... Non, c'est bien avant. Ils montaient La Cruche cassée de Kleist. Patrice avait fait la traduction et jouait le personnage principal masculin, le juge, et Jean-Pierre Vincent faisait la mise en scène. Et ces deux jeunes gens-là, qui étaient très à gauche, cherchaient une jeune fille qui ait l'air un peu d'une fille du peuple pour jouer Ève dans La Cruche cassée, qui n'est pas un joli minois de jeune fille des beaux quartiers. Et je dois donc à ces deux jeunes gens et à mon aspect d'alors un peu ingrat d'avoir pu faire le métier auquel je rêvais depuis toujours. Et ils m'ont ouvert le monde. Les livres, la musique. Mais en fait, les rencontrer tous les deux, Vincent et Chéreau, c'est entrer de bon pied dans le métier. Et quand je dis bon pied, c'est une facilité absolue. Mais quand je vous vois dans La Célestine, au TNP de Villeurbanne, donc avec du bifrontal, il y a quelque chose qui vous caractérise pendant 3h40 de spectacle. C'est votre façon de marcher.
Oui, c'est la façon de marcher de la Célestine. Hein, enfin, non, mais d'accord. Mais enfin, vous êtes la Célestine, d'accord. Bon, on en a connu d'autres, mais vous l'êtes là présentement et actuellement. Et il y a cette manière de marcher qui est incroyable, quoi. Ben oui, mais quand Christian Schiaretti m'a parlé de ce rôle, d'abord, j'avais pas lu le texte, hein, qui est metteur en scène du spectacle. J'avais pas lu ça. Comme beaucoup de gens, je dis ah, la Célestine, ouais, génial, un rôle. En fait, c'est énorme, c'est gros comme ça. J'avais pas lu ça. C'est un texte qui est quasiment jamais joué. Et Christian m'a dit, la première chose qu'il m'a dite, c'est je la vois marcher. Je la vois marcher tout le temps. Bon, le spectacle est bifrontal, 14 mètres de long, donc forcément, ça n'arrête pas. Et à partir du moment où elle se met en route pour essayer, agrippant cette chance merveilleuse de cette espèce de challenge à remporter auprès de Calix et Mélibée, elle essaye, voilà, elle fait ce qu'elle sait faire, essayer de survivre avec la tchatch, avec son énergie. Et effectivement, la démarche, marcher sur le plateau, du début jusqu'à la fin, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Mais vous avez une super forme physique. Ouais. Au début, je me suis dit, oh là là, c'est trop gros pour moi cette affaire-là. Pourquoi ce serait trop gros pour vous? Parce que c'est un énorme rôle, et puis physiquement, c'est un peu costaud pour une... Mais pourquoi ce serait pas pour vous? Vous êtes... Moi, je sais pas. Enfin, vous avez J'ai souvent le sentiment que les choses m'arrivent par hasard, par hasard, par coup de bol, je me dis tout le temps, bon, cette fois-ci, je vais pas y arriver, quoi. Cette fois-ci, c'est trop. C'est pas de la pause, hein, c'est. Et puis petit à petit, alors je me dis bon, tu mets un pied devant l'autre et t'avances. Là, vous allez plus vite que ça. Voilà, et ce qui est en question. TNP, vous allez plus vite que ça. Voilà, c'est de se mettre en route. On va regarder un extrait. Donc, on a affaire à un texte, l'un des textes espagnols les plus connus, oui. Hein, à l'égal de Don Quichotte, Fernando de Rojas. La première version paraît en 1499 de la Célestine, entremetteuse, qui fait tout dans le quartier. Entremetteuse, avorteuse, sorcière. Voilà. Couturière d'hymen abîmée, tout ça. Voilà. C'est vrai qu'on recoue aussi à cette époque les hymens. Oui, tout à fait. Mais ne le fait-on pas aujourd'hui dans certains pays. On le fait dans certains pays. On le fait. Donc, vous allez essayer de marier deux jeunes gens que tout sépare. Calixte, qui tombe en amour pour Mélibée. Extrait. Tu n'auras jamais de pignon sur rue. Si tu as peur quand ton ami est absent, que feras-tu quand tu seras en ville? Aïe, 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 ma fille, si tu voyais ta cousine, et comme elle est passée maître grâce à mon éducation. Elle en a un dans son lit, un autre à la porte, et un troisième chez lui en train de languir. Et elle en est fière. Elle les satisfait tous. Chacun croit qu'il est aimé, qu'il est le seul, et seul à l'entretenir. Et toi, parce que t'en aurais deux, tu crois que le bois de ton lit va te dénoncer? Si tu te moques de moi, toi, la vieille! Je me moque ou non? Tu le sauras si tu vas chez elle cette nuit, quand l'horloge sonnera les 12 coups. Là, entre deux portes, tu pourras lui parler de sa bouche. Tu connaîtras plus en détail ma sollicitude, son désir et l'amour qu'elle a pour toi. Pouvais-je espérer pareille chose? Je ne suis pas digne de lui adresser la parole. Comment vous regardez-vous? Ah ben c'est très étonnant parce que je n'ai que ce que je ressens à l'intérieur quand je joue. Je n'ai aucune représentation de ce que je fais. C'est le propre du théâtre d'ailleurs. Et puis ça ne marche que si on lâche tout. Si... Et là vous lâchez tout? Oui. Oui, je lâche tout. Et donc vous êtes contente de ce que vous voyez? Eh bien écoutez, oui, voilà. Elle est bizarre. Non, oui, je suis contente, oui, parce qu'il y a l'énergie qui passe, il y a... Et vous n'aviez jamais vu? Non, j'ai rien vu, non, j'ai rien vu. On va vous passer... Ni d'image, ni de photo, ni rien du tout. Ah non, mais c'est formidable, c'est bien. Parlez-nous de travail, le rapport avec Schiaretti qu'on a déjà reçu dans l'émission, et parlez-nous de ce texte qui est effectivement un monument. Oui. Comment est-ce qu'on le travaille? Est-ce que c'est comme tous les autres textes, ou est-ce que parce que c'est un monument, ça suppose une escalade un peu différente? Honnêtement, c'est pas réellement différent. Des autres spectacles dans lesquels j'ai joué. Je savais qu'il y avait cet espace bifrontal, ces 14 mètres. Je savais
pour avoir lu le texte, je savais que Christian attendait une énergie, voilà, un élan, je me suis dit aussi, mais un peu comme ce que j'ai fait l'an passé en travaillant Alexandra David-Nel, il faut absolument que je laisse tomber tout souci d'image, que je brise l'image, que j'aille de l'autre côté, que je laisse aller toute séduction, toute idée de rédemption, de tout ça, et que je ne sois guidée que par la vitalité et l'élan de survie de ce personnage. Vous êtes dans la vie comme vous êtes au théâtre, hein? Je sais pas. Ben, moi je vous le dis, enfin vous êtes en tout cas ici comme... Voilà, comme... Et donc, voilà, elle a rien, elle a ses jambes, sa tête, sa capacité d'improviser, essayer d'attraper ce bout de chance ce petit contrat qui lui est proposé là, et il faut que ça marche, jusqu'au bout, et donc elle est en impro tout le temps, et donc je suis partie en impro. J'ai appris le texte avant de commencer à répéter, et je suis partie le premier jour de répétition comme ce que je demande aux acteurs que je dirige quand je suis metteur en scène, à savoir texte su, et on fait comme si on disait moteur au cinéma, on joue à donf tout de suite, à fond. Tiens, on va écouter Christian Schiaretti, il était sur ce plateau en 2009. Avec lui, vous avez déjà travaillé sur Coriolan. Oui, j'ai remplacé Nada Strankar, qui avait eu un ennui de santé, et en 3 semaines, je l'ai remplacé, voilà. Ah oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Christian et moi. Et Christian dit à l'époque sa façon de faire du théâtre, elle est publique, elle est collective, elle est engagée. La troupe suppose un dépassement, c'est-à-dire l'idée qu'en réalité on travaille au service de quelque chose qui dépasse le satisfecit de la représentation pour elle-même. Voilà, on est au-delà. C'est-à-dire qu'on a conscience absolument des servitudes et des obligations qui sont les nôtres dans le cadre du théâtre public que nous servons. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites passer quand vous dirigez? Je dirige de la coulisse, moi. Le plateau, si vous voulez, est le lieu de la démonstration. La coulisse est le lieu de la démocratie par excellence. C'est là où on mesure nos inégalités natives. Et c'est là où se forgent en réalité les obligations de cette vie collective. Donc quand je dirige du point de vue de la coulisse. Je dirige bien sûr au plateau, évidemment. Mais ce qui crée la qualité relationnelle et l'engagement que nous avons, c'est cette conscience de nos imperfections que nous mettons au service d'une perfection possible qui serait l'œuvre à accomplir. Ah, c'est tout à fait ça. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, absolument. Et ce qui est au centre du travail avec Christian et avec beaucoup des metteurs en scène que j'ai eu du moins certains que j'ai eu la chance de rencontrer, il y a le texte, il y a la rencontre tendue vers le public, et il y a le travail de la troupe. Et la troupe, pour Christian, c'est le théâtre, pour moi aussi. Le théâtre sans la troupe, ça n'a pas beaucoup C'est un théâtre qui se veut authentiquement populaire. Absolument. En tout cas, c'est une proposition de gauche, manifestement. Oui, absolument. Oui, affirmée. Dans l'intention et revendiquée. Et à partir du moment où on a un théâtre national, populaire, qui vit avec des subventions de l'État, donc avec les impôts de tout un chacun, on se doit d'être cohérent dans les propositions qu'on fait, dans les textes qu'on monte, et de donner et de jouer beaucoup et de monter, d'exploiter les spectacles, d'aller et venir entre le répertoire et la création de textes contemporains, et ça porté par une troupe. En 1991, vous jouez seul Molly Bloom, oui, d'après James Joyce. Vous êtes dirigé par Jean-Michel Dupuis. Regardez. J'avais pas la moindre idée de ce que c'était qu'un baiser, jusqu'à ce qu'il mette sa langue dans ma bouche. Sa bouche était toute douce. J'aime. Mais ça a été trop court. Et la veille de son départ, il voulait toucher avec son... rien qu'un instant. Mais j'ai pas voulu le laisser faire. Il était affreusement contrarié. D'abord par crainte de... on sait jamais. La tuberculose. Après, j'ai essayé avec une banane. Mais j'avais peur que ça crève, ou que ça reste perdu quelque part en moi. Tout de même,
les voyages que ces hommes-là sont obligés de faire jusqu'au bout du monde et autant pour revenir. C'est bien le moins qu'ils puissent serrer une fois ou deux une femme dans leurs bras avant de partir pour être noyés ou pour sauter quelque part. Ça, c'est un grand souvenir. Molly Bloom, hein, Ouais, c'est un grand souvenir. Ses amants, sa famille, ses enfants, la mort. C'est un texte inouï, ça, la fin de l'Élysée. Voilà, bon, j'ai pas joué, le spectacle ne rendait pas compte des 70 pages du texte, il y en avait 47, je crois, c'est déjà beaucoup. Et puis, voilà, ce spectacle, ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Là aussi, d'ailleurs, je pensais que c'était pas du tout pour moi, c'est bizarre, je fais le lien là, avec Célestine. Rien n'est pour vous. Et pourtant, il y a un grand trou dans votre participation ou dans votre activité théâtrale, ouais. Après Molly Bloom. Et en fait, je pensais à Schiaretti, Coriolan, mais c'est entre les deux, il y a rien. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui, j'ai arrêté de jouer. Pourquoi? Parce que j'avais trop peur. Je pouvais plus. Molly, j'étais dans la terreur tous les soirs. Et j'ai été accueillie dans ce spectacle avec un enthousiasme incroyable, mais ça n'a rien à voir. C'est vous là. Il y a, voilà. Qu'est-ce qui vous a permis de surmonter ce vide? Christian m'a proposé de jouer la reine dans Coriolan, un moment où j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose. Voilà. Il m'a tendu la main, je l'ai prise et j'ai pris le rôle. Voilà, je suis rentrée j'ai rencontré cette troupe absolument magnifique. J'ai répété 3 semaines. Ils m'ont accueilli avec un enthousiasme incroyable, un sens de l'amitié très fort. Et Christian m'a dit, bon, est-ce que tu veux retravailler avec eux? J'ai vu les Molières qu'il avait montés, je les ai trouvés merveilleux. J'ai dit, quand on vous entend parler du théâtre, on a l'impression que quand vous faites du cinéma, c'est des vacances. Oui, un peu. C'est beaucoup plus facile, le cinéma. C'est étrange d'ailleurs on puisse avoir tellement de succès en étant comédien ou comédienne au cinéma, alors qu'en fait on est un interprète au cinéma, on n'est pas créateur. Interprète en 1991 sous la direction d'André Téchiné. Vous êtes Evelyne. Ouais. Et dans ce film, un jeune homme arrive à Paris pour chercher du travail, etc. Et comme ils se sont rencontrés avec Evelyne à Lourdes quelques mois auparavant, il va retrouver cette dame qui... Enfin, il y a une différence d'âge. Et elle... Manifestement. Et elle est fascinée par ce chemin de traverse, par cet impromptu. Merci. Ça ira, ça ira. Merci, merci. Vous portez toujours des chapeaux? Oui, c'est ma passion. Il en faut bien une dans la vie, vous n'en avez pas? Une passion? Je sais pas. Enfin, je crois pas. Dans le fond, c'est vous qui avez raison. Une passion, c'est un peu comme une maladie. C'est ça, je suis malade des chapeaux. Moi, je suis malade de rien. On est tous malades, Pierre, c'est la vie. Il n'y a que les morts qui ne souffrent de rien. Ah, ça, c'est pas vrai. Moi, je suis pas mort et je souffre pas. Au contraire, je me régale. C'est vachement bon. Excusez-moi, je suis un peu sinistre. Faisons la fête, Pierre. À votre santé. Étonnant, hein, par rapport à la Célestine. Là, vous êtes tout en retenue, tout en retrait, tout en distance, tout à votre solitude. C'est bien de travailler avec Téchiné? C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que d'abord c'était un scénario magnifique. C'est la première fois. Et après il y a eu Les Petits Ruisseaux de Pascal Rabaté l'année dernière, qu'on me proposait un rôle de femme qui aime, qui est désirée. Voilà. C'est donc. Ça aide. Ben oui, ça aide. Et puis, voilà, moi je suis rentrée au cinéma en jouant les mamans de plein d'enfants, puis j'étais les grand-mères, là. Voilà, André il me propose ce rôle de femme pour qui c'est moins juste du côté de l'amour. Hein, sans doute est-elle vierge, à son âge.
Une vieille fille. Et puis d'un seul coup, il y a cette petite merveille qui lui tombe dans les bras. Forcément, c'est condamné à très courte échéance. Mais jouer ça... Et André, je ne sais pas comment vous dire, c'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Il vous prend dans les bras, il vous dit 2-3 secrets à l'oreille. Voilà, c'est une imprégnation, plus qu'une direction. J'avais parfois l'impression qu'il me demandait un peu de parler aussi vite que Catherine Deneuve, avec qui il a une relation artistique. Ils se sont retrouvés plusieurs fois. Il y avait quelque chose comme ça, je sentais là. Et je suis extrêmement fière d'avoir fait ce film. Extrêmement fière et j'ai une énorme gratitude envers André de m'avoir proposé ce rôle-là. Avant de vous poser une toute dernière question, je voudrais qu'on voit la photo Les Soldats. C'est votre toute première pièce professionnelle, c'était en 67 avec Chéreau. Voilà cette photo qui Oui. vous reconnaissez. Hein, oui, tout à fait. C'est bien vous. Oui, c'est bien moi. Le spectacle avait été présenté au concours des jeunes compagnies, concours qui n'existe plus, et nous jouions à Salle Gémier. Petite salle Gémier. Et ma dernière question, c'est celle-là. On se connaît pas, enfin c'est la première fois qu'on se rencontre, en tout cas sur un plateau de télévision. Moi je vous vois et je vous regarde. Et je me disais, comment êtes-vous quand vous n'êtes pas comme vous êtes? C'est-à-dire que là on est dans un échange et on est dans un jeu qui s'appelle une émission de télévision, comme il y a un jeu de théâtre ou un jeu de cinéma. Dans la vie, vous êtes, c'est de la colère, ça peut être de la tristesse quand vous n'êtes pas dans cette envie de manger. Je crois que j'ai de toute façon dans la vie une certaine énergie, un certain goût pour le combat. Il en faut beaucoup pour me faire lâcher prise. Ça m'arrive, hein, mais j'ai reçu de mon milieu d'origine et de mes parents, de mon père, qui était un bagarreur malgré toutes les épreuves qui ont jalonné sa vie. J'ai reçu d'eux une espèce de viatique qui est on n'a que ce qu'on se donne. Donc, et en plus, quand on est une fille, dans les années où moi je suis née, on a intérêt à serrer les dents et à s'accrocher et à bagarrer. Parce que sinon, voilà. Et donc, j'ai gardé ça et ce goût de la résistance et ce sentiment que même si les choses sont pas faciles, si on tient le coup, un jour, il y aura des rendez-vous magnifiques. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. Qu'est-ce? Voilà, ça. Alors, bon, ça pourrait sembler vaniteux parce que ce sont des photos de moi dans Coriolan. Mais j'ai une petite fille qui va avoir 7 ans, qui s'appelle Maya. Et elle savait que j'avais très peur de partir répéter avec Christian Scaretti, de répéter la Célestine. Elle m'a vu apprendre le début de mon texte, elle voyait que j'étais comme ça. Et quand je suis partie à Lyon, elle m'a apporté ça, les photos que j'avais données de Coriolan. Vous voyez, c'est scotché, il y a des petits bouts de pâte à sel, de je sais pas quoi. Elle m'a dit, tiens, tu le mettras dans ta loge, ça va te donner du courage. Messieurs, qu'avez-vous entendu de cette belle énergie? Iraj Pezeshkzad, comment est-ce que vous percevez cette comédienne française? Vous savez, je vous prie encore une fois d'être indulgent avec mon français médiocre et je dois chercher mes mots. Mais pour vous dire vrai, comme c'est la première fois que je participe à une émission pareille, j'étais un peu inquiet vu ma connaissance de français. J'étais un peu inquiet et je pensais à ce que j'aurais à vous répondre quand vous me poserez les questions. Mais vous sentez bien l'énergie? Par conséquent, je n'ai pas bien suivi, vraiment, je vous dis la vérité. Voilà une vérité, une honnêteté qui vous honore. Je n'ai pas bien suivi l'exposé de Madame. Mais vous sentez l'énergie quand même. Pardon? Vous sentez l'énergie? Mais naturellement, bien sûr, bien sûr. Et vous, messieurs? Mais c'est le théâtre pour moi, c'est une
D'abord, j'ai été marié avec une fan de théâtre. Et puis c'est le rapport au texte. Là, quand vous rappeliez que la Célestine est un texte fin du XVe siècle, le théâtre, c'est le lieu où la pérennité des textes est évidemment la plus grande. Je veux dire, on joue toujours Euripide, on joue toujours Eschyle. Et là, c'est ces textes, quand vous êtes écrivain, vous êtes témoin qu'un texte, ça peut traverser le temps, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est dit vous en à ce faites, vous, moment-là? les Tréridger, etc. Oui, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas. Tout le monde a décidé d'être honnête ce soir. Ouais. Justement, j'aimerais. Je crois que la vraie réponse et la vraie solution pour le théâtre, c'est ça. C'est une question d'énergie. Et j'arrive pas à faire passer cette énergie à travers un corps, parce que c'est une incarnation de théâtre. Moi, dans mes textes, ce sont des textes qui ont du souffle, qui peuvent durer, s'éterniser, etc. Mais il vadrouille. Dans le roman, vous avez le droit à la description, vous avez le droit à la digression, tas de choses qui ne sont pas possibles au théâtre, quoi. Le théâtre repose sur cette énergie du corps, quoi. Mais la Célestine, c'est entre roman et théâtre, hein. Oui. C'est ça qui est très étonnant dans la forme. Il y a une liberté incroyable. Ouais. Je vous en prie. C'est quelque chose qui me frappe vraiment. Pourtant, je travaille avec le théâtre depuis maintenant 18 ans. Ce qui me frappe vraiment, c'est que moi je trouve que vous êtes vraiment une vraie artiste. Le texte, pas de texte, il peut y avoir de très bons textes qui sont mal joués et très mauvais textes qui sont bien joués en fait. Et là on a les bizarrement, dans les cas de figure de très bons interprètes, c'est le même problème avec les musiciens, c'est qu'ils sont toujours interprètes, pas toujours, il y en a qui sont interprètes. Mais dans cette petite faille entre la création et le public, il y a interprète. Et cette faille-là, ça peut être beau, moyen et nul. Et vous êtes très très belle. Merci beaucoup. Musique, ça vaut, hein, ça vaut un petit moment de musique avec JS Trio, Jonathan Sagez Trio. Jonathan est leader, pianiste et compositeur. Il y a quelques années maintenant, enfin en tout cas plusieurs mois, on vous recevait déjà, vous travaillez. Depuis, il y a un premier album qui s'appelle, enregistré en avril 2010, qui s'appelle Untitled, et on va vous écouter dans un premier extrait, Sharma's Karma. Jonathan, vous êtes au piano, Olivier Michel est à la contrebasse et Quentin Rondreux est à la batterie. C'est à vous, messieurs.